fait. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous. Je remercie Dominique et Denis aussi, qui est là, de m'avoir proposé de venir participer à ces journées. Je ne suis ni un modérateur, ni un organisateur, ni un gestionnaire. J'aime l'auto-organisation et je vais donner l'occasion aux invités, là, illustres invités qui sont parmi nous, de se présenter tout seuls. Je pense que ce sera la meilleure manière. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, paraît-il. Donc, je commence par Séverine. Bonsoir, je suis Séverine Kodjo-Granvaux. Je voudrais remercier tout d'abord Dominique pour l'invitation et la féliciter pour l'organisation de ces rencontres sur nos deux continents en même temps. Et parce que je pense que c'est un sacré défi logistique. Que dire? Alors, je suis très mauvaise pour l'auto-présentation. Je dirais juste que je suis philosophe et journaliste et que je travaille aussi au Cameroun dans un lieu absolument magnifique qui est, je trouve, en résonance avec les rencontres ici, qui s'appelle la Fabrique de Souza, qui est un lieu de recherche-action où on travaille scientifiques et artistes sur, alors nous on n'appelle pas ça l'abondance, mais on appelle ça le bien-être, et sur comment concevoir une pensée et une recherche qui puisse être, aboutir à de la transformation et émancipation, je ne sais pas trop si le terme est juste, mais c'est de développer des savoirs qui permettent une action transformatrice dans un territoire très particulier, qui est un territoire rural près de Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Pednan Daliko, je viens de la République démocratique du Congo actuelle. J'ai travaillé avec Yole Africa. C'est un espace de pensée, aussi de prendre des risques en tout cas. Et je suis ici des clans de Basukali, nous sommes des Yira. On peut nous retrouver à l'est de l'actuelle République démocratique du Congo. De Ken Spirit, je viens de côté de l'esprit parenté aux éléphants. Et je suis entre le Goma et Chapel Hill aux États-Unis. Quoi d'autre il faut savoir sur moi? Je suis un storyteller, memory keeper, et aussi l'ami de Sami Balogi, l'ami de Mathias, l'ami de Bernadette Vivouya qui est là. Et beaucoup d'amis, Sarah elle est là, et il y a aussi Christine qui est là. Voilà. C'est présenté, c'est bizarre. Je suis tout à fait d'accord, c'est très bizarre. C'est surtout en plus en honneur d'être à côté de vous tous et toutes ce soir. Moi, c'est Adélaïde Charlier, j'ai 23 ans. Je ne sais pas à quel point je pourrais contribuer à la hauteur de vos mots et surtout des images du film de ce soir. Mais du coup, de mon côté, ces 5 dernières années, j'ai été très engagée dans le mouvement des jeunes pour le climat, dans l'organisation de mobilisation et d'action afin de mettre un gros coup de pression sur nos institutions politiques et privées, sur non seulement le respect de l'accord de Paris, ça c'était à l'initiative de nos mobilisations, et puis très vite on a compris que le climat, c'était pas que le climat, et que si c'était aussi simple que ça, on l'aurait peut-être déjà résolu depuis bien longtemps, et qu'en fait, il y a tout un système à déconstruire et reconstruire, qui a tout à repenser. Et donc, avec des jeunes ici à Bruxelles et à travers toute la Belgique, on s'engage souvent en utilisant les outils de la démocratie ou en essayant d'en créer des nouveaux afin de participer et de contribuer à n'importe quel âge et peu importe d'où on vient. Parce que en démocratie, ça serait la plus grande force de s'assurer que les jeunes
soit autour de la table dans l'organisation et dans la prise de décision. Donc, je pense que le travail qu'on essaie de faire, c'est de créer ce pont entre les jeunes qui sont prêts à s'engager, de mettre cette énergie, et les institutions politiques et privées qui sont beaucoup trop souvent renfermées sur elles-mêmes. Voilà, petite présentation rapide. Je suis aussi étudiante, mais bon, ça c'est sur le côté. À toi. Voilà, moi, mon nom est Philippe Van Pares, je ne suis plus étudiant. Je suis philosophe et bruxellois. Et une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de participer ce soir, c'est en fait que le voyage le plus bouleversant que j'ai fait dans la marge de mes activités académiques, c'était mon premier voyage à Kinshasa. Très bien. Ben, merci pour avoir fait le travail à ma place. Par quoi voulez-vous commencer? On a beaucoup de choses à dire. On a vu un film magnifique. Philippe est spécialiste des langues et ce film a un langage qui lui est propre. On pourrait peut-être commencer par en parler parce qu'effectivement, dans chaque langue, il y a une possibilité de subversion et je pense qu'on est là pour, d'une certaine manière, subvertir un état des choses et pour pouvoir le changer. Et donc tout commence par le langage, des jeux de mots, des glissements, des gloussements de sens. Et ton film s'oppose d'une certaine manière à des stéréotypes cinématographiques qui nous viennent de l'Occident et par lesquels, je pense, tu as voulu t'exprimer. Pour ma part, j'y ai vu un langage musical, mais pas la musique. Mais l'organisation, la forme elle-même est proche presque, je dirais, alors paradoxalement, d'une symphonie, avec des récurrences, avec des reprises, avec même des effets miroirs. Ricercar, comme dirait Bach, on va à l'endroit, à l'envers, on voit des miroirs partout. Alors, est-ce que dans ton langage cinématographique, il y a une forme de subversion ? Merci beaucoup. Ça commence bien. Le point de départ est toujours un bon endroit à retenir, parce que, comme le dit mon ami Ray, il dit même si on a des GPS, si on ne dit pas d'où on est parti, le GPS ne saura pas vous indiquer où aller, n'est-ce pas? Et ça me fascine tout le temps. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, les langages en soi, tels qu'imaginés dans la proposition que je fais, retrouve plutôt dans les soucis des en fait, peut-être rendre visible ce qui a été rendu invisible. Et c'est là, je crois, qu'on n'a pas besoin de subversion ou quoi que ce soit. Ça a juste besoin d'avoir le droit de continuer à exister parce que ça existe. Ce n'est pas parce que l'ignorance l'a rendue invisible qu'elle doit revenir pour revendiquer quelque chose. Elle est là. Il faut juste avoir le courage d'aller la comprendre ou aller vers ces langages. Et lorsque ces langages ramènent plusieurs points de vue, du coup, elle se veut rentrer dans un langage qui invite, qui ne rentre pas ni en confrontation, ni en conflit avec d'autres langages. Et ça devient vraiment
beaucoup plus intéressant de continuer à réfléchir dans ce sens. Quand, en fait, nous voulons comprendre ces langages partant d'un point de vue donné, mais plutôt que d'aller raconter ces langages d'où elles viennent. Voilà. Tu as quelque chose à dire? Peut-être. Donc j'ai beaucoup apprécié le film. En même temps, évidemment, j'ai apprécié le fait que ce n'était pas vraiment un film à thèse. Hein, et donc là, il y a un langage du film qui est différent de l'essai philosophique ou d'un écrit académique quelconque. Mais alors, dans le langage, un des passages que j'ai apprécié et qui m'a fait réfléchir en rapport avec le sujet de notre rencontre, c'est quand on a eu une succession rapide entre cette vue très paisible, très sereine du lac, et puis clac, on se retrouve à ras du sol à Kinshasa, dans le trafic avec plein de bagnoles. Bon, heureusement qu'on n'avait pas les odeurs en plus et qu'on ne devait pas respirer. Et puis le gars qui essaye de tirer sa charrette au milieu de tout ça. Et puis un peu plus tard, on se retrouve à Times Square à New York. Alors, le rapport au vivant et la question de l'abondance. Alors, le rapport au vivant, on se dit, oh là là, c'est tellement mieux au lac si tout le monde pouvait faire ça. Hein, ou si tout le monde pouvait aller s'installer dans les Pyrénées pour jouir de la nature autour de soi. Mais si tout le monde faisait ça, ce serait une catastrophe. Hein, parce que, et alors, donc, ça nous fait réfléchir à ce truc-là, c'est de dire en même temps, la plupart des gens sont dans les villes, et de plus en plus sont dans les villes. Hein, il y en a de plus en plus à Kinshasa et de moins en moins le long des lacs, pour de multiples raisons, mais aussi pour des raisons fondamentales qui ne changeront pas. Et puis alors on a Manhattan. Alors moi ça m'a immédiatement fait cliquer parce qu'il y a un livre qui s'appelle, je crois, The Green Metropolis, qui commence en disant c'est quoi l'endroit le plus écologique aux États-Unis? Est-ce que c'est un patelin là-bas ou une petite ferme dans le Wyoming ou dans l'Oregon, que sais-je? Non, il dit c'est Manhattan. C'est Manhattan parce que les gens vivent les uns au-dessus des autres et profitent de la chaleur de l'appartement d'en dessous, donc ils ne doivent pas trop chauffer. Et surtout, les distances sont réduites. Si tout le monde vivait dans les urban sprawls tout autour, comme c'est le cas dans beaucoup de villes américaines, c'est une catastrophe écologique. Donc il faut vivre le plus près possible les uns des autres. Et donc, je trouvais donc en rapport, alors dans le cinéma, dans le film, on ne dit pas le genre de truc que je dis maintenant, mais clac, on a des images extrêmement frappantes qui nous font passer d'une émotion très forte à une autre émotion très forte. Et alors, on n'a pas besoin de tout réfléchir à tout immédiatement, mais c'est des choses qui restent et qui restent beaucoup plus longtemps que des arguments philosophiques au détour d'un texte académique. Donc, je trouve que je trouvais que c'était bien dans le film. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça aide à les poser d'une manière poignante. Donc, Philippe, tu poses une véritable question. Dans un contexte démographique, où est le meilleur endroit pour vivre? Et je vais poser la question à Séverine. Pour redevenir ou devenir vivant, alors selon toi, quel serait le meilleur endroit? Une ville, la campagne, pour devenir vivant, comme tu t'interroges dans ton livre? En fait, je crois qu'il n'y a pas d'endroit. C'est là, enfin, il n'y a pas un endroit particulier. C'est là où vous vivez et où vous décidez de vous installer, de vivre. Parce que il me semble que ce que vous disiez à l'instant sur ces séquences dans le film, en fait, ce à quoi on doit faire face, à la confrontation des mondes, c'est qu'on vit une pluralité de mondes qui se retrouvent tous face à ce défi écologique, climatique auquel on est confronté. Et en fait, il faut se méfier des eaux du lac, parce que il faut se méfier en fait des paysages comme ça un petit peu bucoliques de la campagne, etc. Parce que
On sait aussi que les campagnes peuvent être extrêmement polluées, que les agricultures, y compris dans des zones que l'on pourrait dire plutôt reculées, qui ne sont pas forcément des agricultures intensives, mais sont aussi des agricultures qui font rentrer beaucoup de pesticides, etc. Et moi, je vois que, par exemple, une des grosses difficultés auxquelles on est confronté à la fabrique de Souza que j'évoquais au tout début de la rencontre, c'est qu'on est vraiment dans une zone rurale où les gens cultivent. Mais sur le marché, en fait, les aliments, en fait, on n'arrive pas à avoir une alimentation saine. On n'arrive pas à avoir des légumes et des fruits qui sont produits ce que nous, on appellerait de manière biologique. Et que, en fait, ça aussi, dans certains endroits, ça peut avoir une histoire en lien avec l'histoire coloniale parce que... il y a un certain nombre de méthodes et de traditions, de culture des sols qui a été interdite par le colonisateur. Et c'est le cas notamment, là je parle du Cameroun. Et il y a tout un certain nombre de savoirs qui en fait soit ont disparu, soit ont été dépréciés et dévalorisés avec l'idée qu'une véritable agriculture, ça serait une agriculture qui irait vers le développement et qui ressemblerait à une agriculture peut-être pas nécessairement intensive, mais en tout cas une agriculture dite moderne, avec des notions de rentabilité et d'exploitation des sols. Et il y a tout un travail, en fait, nous, on s'est engagé dans un travail de revalorisation des savoirs endogènes, parce qu'il y a aussi toute une flore particulière avec des plantes qui ont des particularités thérapeutiques. Et tous ces savoirs-là, en fait, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont survécu, et c'est aussi l'idée de les revaloriser parce que ça permet d'avoir une économie qui est ancrée localement et qui répond à des besoins locaux. Et donc, je m'éloigne, en fait, en parlant, j'entends que je m'éloigne de la question que vous me posiez, mais c'est pour dire que, en fait, je pense... Moi, la manière dont j'aime aborder ces questions écologiques, c'est à partir du micro-local. C'est que les territoires et les terroirs... Alors, la notion de terroir en français est un petit peu compliquée, mais j'aime bien l'idée de ce rapport à la terre qui est si singulier et qui non seulement s'inscrit dans un écosystème particulier, mais aussi dans un rapport au savoir singulier. C'est-à-dire que vous n'allez pas appréhender le monde de la même manière si vous habitez dans les montagnes à 4000 mètres d'altitude ou si vous habitez dans le désert. Donc il y a aussi des cosmologies qui naissent des terroirs. Et je crois que c'est au sein de ces cosmologies, au sein de ce savoir-là, qu'on peut trouver des modalités, des leviers, en fait, pour une action écologique. Bon, le terme d'écologie est compliqué aussi, mais en tout cas, des leviers pour un mode d'habitat qui préserve l'environnement dans lequel on est. Merci. Tu t'es éloigné de la question, mais tu es allé au cœur du sujet aussi. Enfin, en fait, il y a plusieurs cœurs à ce sujet, de l'écologie. Alors, j'ai lu ton livre attentivement et j'ai vu que tu l'écrivais de deux manières différentes, avec un H, écologie comme l'écho. Et donc, tu parlais de résonance, enfin, raisonnement. Et donc, on peut opposer la résonance, la vibration, au fait de raisonner, enfin, raisonner ou raisonner. Donc, la rationalité ou la vibration, la résonance. C'est très intéressant. Donc, comment respecter la pluralité et la diversité des lieux, la diversité des langues. Est-ce que tout ça ne va pas ensemble? Et justement, je vais demander à Adélaïde, qui n'a pas encore parlé, comment elle voit justement cette lutte écologique avec les deux orthographes en Belgique, dans le monde,
Et comment, justement, dans une lutte commune, universelle aussi, je vois que tu as beaucoup parlé d'universalité et de ce mythe de l'universalité, donc dans la pluriversalité, comment on pourrait dire revenir à Trotsky pour faire une lutte internationale et tous ensemble œuvrer pour l'écologie avec ces deux orthographes. Merci beaucoup, c'est très intéressant de vous écouter. Je pense que je voulais juste d'abord rebondir sur l'aspect de la communauté et donc cette idée que, en tout cas dans le monde occidental, on vit, c'est vrai, peut-être notre définition de ce qui est le plus écolo, ça serait d'être les uns sur les autres, mais dans des villes. Mais je pense que ce qui nous manque dans ces villes, c'est l'aspect de la communauté. Parce qu'on est de plus en plus proches, mais on est très très loin des autres. Et donc dans une société très individualiste, et pourtant dans des villes. Et donc je trouve que c'est intéressant de voir que en fait, on a comme la solution se trouve dans les communautés, comme vous l'avez dit, sur le territoire, au plus proche des citoyens, donc dans nos communautés. Le manque de communauté dans les villes est probablement une des problématiques aussi à non seulement la question des solutions face à la crise de l'urgence climatique, mais aussi à une crise, je pense, démocratique aussi. Et donc, je pense que là, même si la ville est peut-être l'espace le plus écologique, il nous manque la construction de la ville, la manière dont on doit vivre ensemble, qui, je trouve, a évolué d'une manière très triste dans les pays occidentaux, où on s'est complètement, on a oublié l'aspect de la communauté, on a même rejeté pour se concentrer sur l'aspect individuel qui ne nous permettra jamais de faire face à des crises existentielles telles que l'urgence climatique, et de nous voir aussi en tant que communauté réaliser l'impact néfaste qu'on en a sur d'autres. Donc on doit refaire communauté pour être sûr de pouvoir y faire face et de pouvoir construire quelque chose de nouveau et de trouver des solutions. Sur l'aspect aussi d'être vivant, on en parlait tout à l'heure et je voulais juste réagir sur ça avant de répondre juste après à la question. Je pense que ce qui nous manque aussi dans ces grandes villes, du coup, et dans notre aspect très, très individualiste de vivre, c'est que l'aspect de la vulnérabilité est vu comme très négative. Donc, être vulnérable, être triste, toutes ces émotions assez rejetées, où on n'en parle que individuellement ou avec un certain quelqu'un qui est en fait un psychologue et qu'on n'ose pas dire à nos proches qu'on va voir. Et en fait, je pense que là, l'aspect de la vulnérabilité pour se sentir vivant est essentiel chez l'humain pour s'assurer que, en fait, à ce moment-là, on puisse aussi ressentir ce que d'autres peuvent ressentir et ce que c'est d'être vivant. En tout cas, moi, personnellement, je pense que la raison pour laquelle je suis devenue activiste et qu'aujourd'hui, je sens que ça sera un combat de vie et un changement de vie profondément, c'est que se sentir vivant, c'était pas nécessairement être à la campagne ou être en ville ou être au bord d'un lac ou être à New York, mais c'était un travail plutôt intérieur qui a dépassé que les chiffres. Je sais pas si on parle de la crise climatique, mais on pourrait parler de n'importe quelle crise qui nous touche dans le cerveau en lisant des chiffres. Je pense que si on ne dépasse pas l'aspect du cerveau et qu'on ne ressent pas ça dans nos tripes, jamais on ne pourra s'engager réellement sur un long terme. Et donc ça, cet aspect d'accepter que ça nous touche et que ça nous rend triste, moi, c'est cet aspect de la vulnérabilité qui a transformé ma tristesse en action. Et je pense qu'il faut être prêt à l'accepter. Et donc, pour faire écologie ici, et probablement ce qu'il faut que les mouvements climat, la prochaine étape pour les mouvements climat, c'est accepter que l'écologie n'est pas le seul problème et qu'il va falloir ouvrir nos mouvements à d'autres mouvements pour essayer de créer un mouvement des mouvements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se concentrer sur la question climatique. Ce n'est pas le seul problème, mais surtout la question climatique est
ancrés dans une inégalité structurelle, non seulement à un niveau national, mais à un niveau international, dans une histoire aussi, dans une histoire coloniale, qui aujourd'hui, avec les solutions qui se présentent, soi-disant vertes, pour la plupart renouvellent un néocolonialisme, et donc la question des ressources est toujours au centre de la discussion aujourd'hui. Peut-être cachée sous forme d'autres débats, mais je pense que la manière dont on doit faire écologie aujourd'hui, c'est reparler de la fameuse question des ressources. Et à partir du moment où on sera prêt, je pense ici en Europe, à réaliser qu'en fait on est complètement dépendant et qu'on a créé cette dépendance et qu'on ne veut pas non plus accepter et reconnaître notre histoire coloniale, nous ne pourrons jamais transitionner vers un système dit respectueux de l'environnement et des êtres vivants au sens large. Pour ça, on doit être prêt à regarder notre histoire, et je pense que même moi-même, en tant que jeune fille privilégiée belge, c'est un travail d'éducation très long, et on doit être accepté à le faire et à le commencer, et je crains que nos leaders ne soient pas prêts à le faire, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, toute transition écologique nous mèneront à un failure, à une défaite, si nous ne sommes pas prêts à voir l'aspect systémique, transversal et historique de la transition qui est nécessaire à faire ici, entre autres en Belgique. Bravo. Séverine a très envie de te répondre directement, donc je lui donne le micro. Merci. Oui, je voulais réagir parce que il y a un point qui vient d'être soulevé qui est extrêmement important, c'est que dans l'écologie, pour moi, il n'y a pas d'écologie pure, en fait. Et il y a même une écologie qui est profondément coloniale et colonialiste. Et quand, par exemple, vous envisagez d'interdire des voitures thermiques dans des villes en Europe pour mieux respirer, on peut dire, ben voilà, c'est une proposition intéressante parce que effectivement, on sait que les pollutions créent un certain nombre de maladies respiratoires, etc. Mais le problème, c'est exactement ce que vient de soulever Adélaïde, c'est la question de ces véhicules électriques que l'on promeut aujourd'hui, c'est de penser d'où viennent les matériaux nécessaires pour la construction de ces batteries en lithium. Et on sait que dans les zones, notamment le triangle, enfin, du côté de la Bolivie, où on exploite le lithium, il y a un pic énorme de cancer et d'infertilité masculine, et que pour pouvoir mieux respirer dans nos villes en Europe, en fait, on accepte finalement, on se ferme les yeux sur des désastres écologiques qui sont causés pour ces batteries en lithium. Et après, c'est la question pour recharger ces batteries de l'énergie. Alors, dans le cas français, c'est de l'énergie nucléaire, donc aussi l'exploitation de l'uranium. Et en fait, là, on est vraiment dans un mode, dans un système économique qui est le système, en fait, qui est la suite du système colonial, où, en fait, on a des pays du Sud, on va exploiter dans les pays du Sud des ressources, des matériaux pour nourrir, pour alimenter un mieux-être dans les pays du Nord. Et en fait, cette écologie-là qui invite comme ça à promouvoir les véhicules électriques, pour moi, elle est irresponsable tant qu'elle ne pose pas la question du système, du circuit des ressources et en fait de la précarité, de la vulnérabilité qu'elle crée pour les populations qui vivent dans les populations des pays du Sud qui vivent à proximité de ces lieux d'exploitation. Et c'est pour ça que vous parliez au début de la question du langage et de la subversion dans le langage. Et j'aime beaucoup travailler sur les mots. Ce qui m'intéressait aussi, et c'est une manière de répondre au début de votre intervention, sur le fait que dans nos villes du monde occidental, finalement, on est face à des sociétés de la déliaison.
en fait, où le lien social est terriblement effrité. Et moi, je voulais chercher à penser une écologie qui oblige à prendre soin, qui soit aussi une éthique du soin et qui oblige à prendre soin et des environnements et des humanités, de l'ensemble de l'humanité. Et donc, qui soit aussi une pratique, une éthique de la résonance. Et vous l'évoquiez, la question de l'écho m'intéressait parce que l'écho, c'est quoi? C'est votre voix qui vient du plus intime de vous-même, vous la projetez dans le monde, et le monde vous la retourne quelque peu déformée. Et j'aimais cette idée que notre expérience du monde, le monde, il faut accepter que le monde nous transforme. Et sur les questions écologiques et les questions finalement décoloniales, je crois que c'est aussi dire, accepter que l'expérience des populations du Sud nous revienne et nous transforme, nous, les populations du monde, et nous oblige en une nouvelle éthique écologique qui soit une éthique, une éthique relationnelle du soin, pas seulement de la nature, pas seulement de notre monde, nos lieux où nous vivons, mais sur une échelle planétaire. Et c'est très difficile aujourd'hui, finalement, on a ce paradoxe-là, de repenser la condition planétaire dans laquelle on est d'emblée inscrit, en fait. Philippe. Oui, en rapport à ce que vous avez dit l'une et l'autre, deux choses. Donc, la première, c'est sur la multiplicité des luttes et des aspects qu'il s'agit de combiner pour ne pas se focaliser exclusivement sur le changement climatique. Alors, moi, j'ai toujours trouvé que l'expression développement durable ou développement soutenable n'était pas adéquate pour saisir l'objectif. Alors, je préfère une formulation qui est un brin plus compliquée, qui est qu'il s'agit de réaliser non pas quelque chose qui soit un développement, ce qui suggère toujours un peu la croissance, c'est plutôt une espèce d'état stationnaire, mais qui constitue, donc ce qu'il s'agit de trouver, c'est un mode de vie au sens le plus large, donc production, consommation, mobilité, habitat, etc., un mode de vie qui soit durablement généralisable. Durablement, ça veut dire pour toutes les générations qui viennent, et généralisable, c'est-à-dire pas seulement au niveau de notre société, mais au niveau de l'humanité entière. Donc pas un mode de vie qui soit certes durable, mais seulement en condition qu'il soit réservé à des privilégiés, hein, au détriment du reste du monde, et pas non plus quelque chose qui soit généralisable, mais seulement pour notre génération, et puis tant pis pour les autres. Et donc, je trouve que hein, donc si on formule ça de cette manière-là, ça combine d'emblée la dimension transition écologique et transition sociale, et la dimension sociale, et bien sûr, ça fait voir que ça touche à bien d'autres aspects que simplement tout ce qui affecte de manière directe les émissions de CO2. Et c'est lié à une réaction au premier point, et qui fait en même temps lien avec notre thème de l'abondance, et qui est et en même temps qui me rappelle une des choses qui m'avait frappé à Kinshasa dès ma première visite. Parce que l'abondance, comment est-ce qu'on parviendra à la réaliser? Bien sûr, il faudra une dimension de frugalité, hein, donc contre le consumérisme, etc. Donc il faudra, si on veut que ce soit durablement généralisable, il faudra un mode de vie qui soit plus modeste du point de vue de la consommation que celui que nous avons aujourd'hui dans un pays comme le nôtre. Mais on ne pourra aussi atteindre cette abondance, une forme d'abondance, que moyennant la solidarité entre les gens. Et alors, cette solidarité spontanée, hein, chaude, on ne pourra l'avoir que s'il y a des relations beaucoup plus fortes entre les gens. Donc pas seulement à travers nos systèmes de sécurité sociale, mais pour que finalement on trouve un mode de vie qui soit au moins aussi agréable que celui qu'on a avec un niveau de consommation plus élevé, mais grâce à ces liens qui s'instaurent entre les personnes et ces liens de solidarité. Donc, et alors ça me rappelait Kinshasa, parce qu'une des choses qui m'avait frappé, c'est il y a des rues assez larges à Kinshasa, mais où il y avait à ce moment-là, donc ça remonte quand même, il y a 15-20 ans là, mais il y avait si peu de voitures qu'en fait ces rues étaient ensablées. Donc il n'y avait pas de voitures qui y passaient,
et c'était une plaine de jeu formidable pour les enfants. Alors dès le moment où une chaussée quelconque est avant tout un endroit où les enfants jouent, la relation entre tous les adultes dans la rue sont aussi différents, les enfants de chacun deviennent les enfants de tous. Et donc, donc cet aspect de solidarité, donc ça m'a frappé à Kinshasa parce que quand je suis allé à Kinshasa, j'avais l'impression qu'à la fois il y avait un niveau de pauvreté plus grand que celui que j'avais vu en Amérique du Sud ou en Inde, mais qu'il n'y avait pas une espèce de misère visible en raison de la solidarité qui existait, solidarité familiale, solidarité dans les quartiers, et le fait qu'il y avait cette relation différente. Donc, hein, quelque chose qu'on pourrait appeler abondance, hein, n'est vraiment atteignable que s'il y a sobriété, c'est-à-dire qu'on considère qu'un certain nombre de choses qu'on désire ne sont pas atteignables parce que pas généralisables, et deux, s'il y a solidarité. Et cette solidarité est importante non seulement parce que ça permet d'aider certaines personnes, mais parce que ça améliore la qualité des relations entre toutes les personnes qui y participent. Ce que je constate dans vos discours, c'est une forme de prise de conscience de la globalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le réchauffement, il y a bien d'autres problèmes. Il y a un besoin de solidarité, il y a un besoin d'universalité, c'est-à-dire de prendre le problème non pas localement, mais à l'échelle, enfin à la fois localement, mais à l'échelle de toute la planète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement aller empoisonner le reste du monde parce qu'on veut de l'air pur chez nous. Donc c'est une lutte globale. Et c'est aussi, ça passe par l'empathie. Ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important. Enfin, Adélaïde, tu as ressenti au fond de toi ce besoin de t'impliquer parce que tu as pu te projeter dans l'autre. Cette empathie, je dirais, elle ne vient pas toute seule, elle est induite. Et c'est là je fais le lien avec le cinéma. Est-ce que, Petna, tu pourrais... tu as une idée comment, avec le cinéma, tu peux provoquer, tu peux induire une empathie qui ferait prendre conscience au public, qui pourrait provoquer des Adélaïdes, en faire des milliers d'Adélaïdes, et générer une prise de conscience empathique du monde entier. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant d'écouter les intervenants. Ça donne beaucoup des idées. Ouais. Et il y a quelques points qui m'ont vraiment beaucoup intéressé. Les langages que nous utilisons, les mots que nous choisissons. C'est-à-dire la commodification des vivants, du moment que cela ne vient pas du point de vue où nous nous sommes centrés. Du coup, ça devient quelque chose que nous devons exploiter. Je crois qu'on veut créer un langage qui justifie cela. Ça m'intéresse beaucoup de voir qu'il suffit tout simplement d'avoir un mot pour le dire et cela justifie tout. C'est-à-dire qu'il faut dire juste écologie et c'est bon. De quoi on parle au juste quand on parle de l'écologie? Ici, je me réfère sur l'écologie ancestrale. C'est le mot que je préfère utiliser. Où la réciprocité est à la base du départ, de la façon dont on veut se référer aux vivants, les beings, comme je le disais avant. Et à cela, lorsque déjà nous parlons de la consommation ou de transition énergétique, tous les mots que l'on peut choisir sont toujours pensés et réfléchis en termes de consommation par rapport à l'humain.
Et du coup, la notion même de cette solidarité, de dire, bah, écoute, avec le vivant, comment peut-on nous positionner pour commencer carrément à réfléchir d'un point de vue inclusif. D'accord? Et c'est toujours intéressant que ces questions sont posées. Souvent, toi, quand je suis à l'extérieur du continent et que les choses se font ici et s'épuisent toujours ailleurs. Puiser toujours ailleurs, les exemples que l'on donne, évidemment, c'est l'ailleurs. Et ici, c'est là où le tout est consommé, transformé et tout. Et j'aimerais bien être dans une position où les ailleurs, en fait, les ailleurs aussi devient le centre, où la discussion elle est inclusive au moment où on pense que on commence à penser à partir de dire ben voilà si il faut parler de connaissance. Aujourd'hui, les questions autour de sauvegarder certains savoirs, protéger ce que l'on identifie comme nature ou naturel, ou autre chose, comme vous voulez. Déjà, si nous prenons le camp du Congo, par exemple, et que nous prenons la forêt, Congo Rainforest, et que des vraies questions de pollution sont sur table ici, avec lequel on est entré. Je cherche le mot en français. Hein, je cherche le mot en français. Et que la présence de ces mêmes personnes dont on a l'habitude de parler de Bolivie et autres, c'est qui vivent déjà dans les espaces et qui ont la culture de vivre ensemble et de protéger ces espaces mutuellement. Ils s'entreprotègent. Ou lorsque on parle du Bas-Saint-Jean au Congo et que l'on imagine partant de l'écologie ancestrale, la terre, les forêts et autres sont considérés comme faisant partie de membres de la famille. D'accord. Et lorsqu'on parle d'eux, on parle de la continuité de notre service sur cette terre-là. Donc, et que la terre devient ce repositoire, repository, right, de la connaissance. Et que avoir la capacité de se connecter à la terre peut nous donner les intelligences qui sont capables de nous ramener certaines réponses ou carrément être en deux parts d'imaginer des réponses. La question de parler de la terre ne sera pas cette personne-là qui est ailleurs. Ça sera que cette personne qui est avec nous et que nous devons considérer de cette manière-là. Et ça devient intéressant de voir que même le langage en soi, il est violent en fait. C'est la normalisation de la violence par rapport à ces vivants. Et surtout lorsqu'on n'a pas peut-être ni la connaissance, ni le langage de réintégrer cette... how do you say it again? Cette interdépendance, en fait, qui est omniprésente, mais que l'on on a développé un regard de l'exploiter, et que même lorsqu'on cherche des solutions à ne pas l'exploiter, on utilise les termes qui l'exploitent encore. Ça c'est ce qui m'intéresse beaucoup, de voir que les notions telles que le Bas-Saint-Jean
ou l'écologie ancestrale ne sont même pas évoquées sur des plateaux comme ça. Oui, je vois. Tu as dit une chose importante. Le langage, surtout s'il est du colonisateur, peut être très violent et il est redoutable. Et c'est pour ça que je pense que, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis à l'affût de tous les mots. Enfin, je me méfie, je dirais, presque de tous les mots. Et surtout ceux qui paraissent les plus évidents. Et donc, en ce sens-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, je vois aussi que tu es très soucieux des points de repère, d'une espèce de relativité générale, on pourrait dire. Où se placer et comment voir les choses et selon quels repères. Et ça, c'est extrêmement intéressant. À partir de là, je dirais, donc, comment faire ? Voilà, je pense qu'ici, sur ce plateau et dans la salle, on est tous d'accord. Il n'y a pas un lobbyiste de Total ou des plateformes pétrolières. Maintenant, on a beau lutter, enfin, Adélaïde, je pense que tu connais bien le problème. J'ai lu, comme beaucoup de monde ici, Andreas Malm, Comment saboter un pipeline. J'ai vu un film assez intéressant aussi, Woman at War, qui va saboter des installations électriques en Islande. Qu'est-ce que vous pensez d'une lutte démocratique, comme tu l'as dit au début, qui s'insère dans le cadre de la démocratie et qui finalement, enfin, on constate, ne mène pas à grand-chose, et d'une lutte un peu plus radicale qui pourrait arriver ou non à quelque chose. Donc moi, je suis un petit peu provocateur ici, mais c'est pour vous faire réagir. Alors je commence par Philippe. Bien. Et je vais devoir filer dans 5 minutes, parce que j'allais tôt demain matin des funérailles. Bon, je crois, qu'on ne peut pas se passer de la démocratie représentative. 2, qu'on a besoin d'autre chose. Toujours, je trouve que la rue est un complément nécessaire de ce qui se passe dans les parlements, en particulier lorsque les personnes qui ont le plus à gagner ou à perdre de l'action ou de l'inaction dans certains domaines n'ont pas encore le droit de vote, a fortiori si elles ne sont pas encore nées. Donc dans ce cas-là, on n'a aucun mécanisme spontané par la voie électorale qui permet de défendre les intérêts légitimes de ces personnes qui n'ont pas le droit de vote ou qui ne sont pas encore nées. Donc à ce moment-là, il faut d'autres formes d'action. Il faut qu'elles restent, qui peuvent prendre la forme de désobéissance civile plus ou moins gentilles. Et plus elles sont gentilles, plus elles peuvent aussi entraîner l'adhésion d'autres personnes que celles qui participent le plus immédiatement, mais parfois, à force d'être, si elles sont trop gentilles, elles ne sont pas non plus perçues. Alors, à mes yeux, ça doit se faire depuis le niveau local jusqu'au niveau global, parce que avec d'autres, peut-être dans la salle, on avait, il y a une dizaine d'années, on avait eu ce mouvement de désobéissance civile qui s'appelait Picnic the Streets pour obtenir la piétonisation des boulevards centraux de Bruxelles, qu'on a obtenu et qu'on n'aurait pas obtenu s'il n'y avait pas eu ce brin de désobéissance civile, et puis d'insistance auprès des politiques, et aussi de parvenir à instaurer une relation de confiance avec les politiques, parce qu'il s'agit d'aider les politiques à prendre des décisions qui sont difficiles à prendre pour eux aussi, parce qu'ils ne sont pas soutenus par un électorat très large au moment où il s'agit de défendre un intérêt à long terme ou un intérêt de personnes qui ne sont pas dans le district électoral. Donc il y a une action au niveau local, donc multiplier ces actions avec... ça va tout à fait dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Mais en même temps, je crois que le slogan traditionnel de l'écologisme à ses débuts, du mouvement environnemental à son début, qui était de dire penser globalement, agir localement, c'est aussi naïf parce qu'on a besoin d'agir globalement. Il y a des décisions qui ne peuvent être prises que si on se coordonne au niveau de l'Union européenne et au niveau planétaire.
Donc les COP, les successifs, sont absolument essentiels. Ils n'ont pas suffisamment de pouvoir parce qu'ils n'ont pas encore pas suffisamment de prise sur la réalité. Mais c'est seulement au niveau mondial qu'on peut résoudre ce type de problème, ne fût-ce que parce que si on se dit, chacun un petit pays comme le nôtre peut se dire, écoutez, notre contribution au réchauffement climatique, c'est pratiquement rien du tout. Et donc, il faut laisser faire les autres, parce que si les autres ne font pas leur boulot, ça ne sert à rien qu'on le fasse nous. Et s'ils le font, ça ne sert à rien non plus qu'on le fasse nous, parce que l'essentiel du boulot sera fait. Et donc, il faut avoir des formes d'action démocratique par la voie habituelle du niveau local au niveau global, pour autant que ça existe de manière élémentaire au niveau global, mais il faut aussi parvenir à agir en dehors de cette voie-là, pour cette raison spécifique que beaucoup des intérêts crucialement affectés par nos décisions et non-décisions n'ont pas de poids électoral. Donc bravo pour ceux qui vont au-delà de la voie purement électorale. Et donc, c'est absolument essentiel. Il faut continuer. J'imagine que tu as quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. Merci. C'est une question qui est essentielle. J'ai plusieurs choses à dire. D'abord, sur la question de la radicalité. Vous avez mentionné, est-ce qu'il faut être plus radical? Mais c'est quoi la définition de la radicalité? C'est revenir à la racine. Donc, évidemment qu'on doit revenir à la racine de notre système. Donc évidemment qu'on doit être radical. Notre message est radical. Quand on dit qu'on doit non seulement... On ne dit pas qu'il faut... Enfin moi, en tout cas, je ne dis pas qu'il faut combiner les luttes. Il faut avoir une vision intersectionnelle des luttes. Et donc, c'est pas mon mot, le nom d'intersectionnalité. Donc, j'ai oublié la femme incroyable qui a créé ce mot. Désolée, mais honneur à elle. L'intersectionnalité, c'est pas l'additionnalité des luttes, c'est le fait de pouvoir visionner ensemble l'intersection, donc l'endroit où nous nous retrouvons. Et donc, je sais qu'il y en a plein qui me disent, Adélaïde, tu peux pas combattre tous les problèmes dans le monde. Ben non, le problème, c'est qu'il faut repenser systémiquement ce qui a créé les causalités, enfin, ce qui a créé, les conséquences de l'urgence climatique, de l'oppression de l'homme envers la femme, au final l'oppression de l'homme avec un grand H envers la terre, toutes ces luttes qui se retrouvent, au final on retrouve une même oppression structurelle. Donc on doit repenser ça. Bref, donc notre message est radical. Donc oui, évidemment qu'il faut être radical. Après, dans ces actions, quelle est la radicalité? Ou si plutôt alors on va essayer d'utiliser la définition de la désobéissance civile, est-ce qu'on doit utiliser la désobéissance civile? Si ça est la question, ma réponse est, à partir du moment où quelque chose de légal est injuste, oui, il faut aller à l'encontre de ça. Ou que quelque chose qui est égal, quelque chose qui est devenu aujourd'hui illégal, mais qui est juste, alors oui, on doit désobéir. Et vous le connaissez probablement mieux que moi, je n'ai que 23 ans, mais quand on regarde l'histoire, il n'y a pas eu de moment historique sans avoir perturbé, sans avoir réveillé. Donc on est obligé de passer par là. Moi, en tout cas, je l'analyse en ayant... Aujourd'hui, je suis dans une école où il y a beaucoup de jeunes qui ont le rêve de travailler dans des institutions politiques, mais c'est très facile d'oublier le monde en dehors du jeu politique. Le jeu politique, il est intense, il est fort, il est émotionnel, et donc c'est tout un monde en lui-même. Et donc si on n'arrive pas à interpeller et à casser cette bulle en tant que citoyen, la politique se fera sans nous. Et donc, pour rendre nos actions politiques, parce que toutes nos actions sont politiques, il faut, j'en suis persuadée, il faut un électrochoc. Ces électrochocs peuvent se manifester de manière très diverse, et je pense que les actions qu'on peut entreprendre en tant que citoyen se trouvent sur un spectre, entre l'action de la manifestation, entre la signature de pétitions qui sont essentielles, jusqu'à des actions directes, des actions de lobbying, des actions à l'intérieur de chacune des institutions dans lesquelles peut-être nous on se trouve. Et puis la question de la désobéissance civile. Collective, j'en suis persuadée, une désobéissance civile réfléchie,
et qui prend en compte aussi les questions des inégalités aussi, parce que la désobéissance civile reste un privilège. Et donc, avec ces réflexions-là, je pense que ce spectre, si on arrive à chacun trouver notre place, pour le moment, moi, j'essaie d'aller un peu partout, je pense que c'est grâce à ça qu'on arrivera vraiment à créer un électrochoc dans une bulle politique qui est nécessaire. Le problème, c'est que l'électrochoc n'est pas suffisant. Une fois que l'électrochoc est arrivé, il faut maintenir la résistance et il faut persévérer dans son message. Et ça, c'est le moment le plus difficile du mouvement. L'électrochoc, on a réussi à le faire, par exemple, avec le mouvement des jeunes pour le climat, les grèves, etc. Il y a eu un électrochoc. Réponse rapide de la part du politique, si vous analysez un peu la politique européenne, le Green Deal, etc. Pas assez systémique, problématique. Aujourd'hui, on est en train de perdre tout le minimum de l'action, de ce qu'on avait gagné. Bref, la persistance. Persévérer. C'est le moment le plus difficile dans les mouvements. C'est là qu'on voit si un mouvement va pouvoir renaître ou pas. Et donc, je pense que là, en tout cas, là où on se trouve aujourd'hui, c'est la question de la persévérance. Et donc, on va devoir continuer, trouver sa place sur le spectre, s'engager et persévérer. Et la seule manière, je pense, de persévérer, c'est de se retrouver en communauté. Et c'est là que je garde le point, pour finir la boucle de ma première intervention. Ce qui nous manque, et sur la question de la communauté qui est nécessaire dans les pays occidentaux, c'est qu'en fait, se retrouver en communauté nous permettra aussi de mieux résister, de mieux s'organiser et donc de mieux persévérer à travers nos mouvements. Parce que d'ailleurs, je pense que ce n'est pas en Occident qu'on a eu les plus beaux mouvements et les plus belles réussites. Donc l'aspect de la communauté est essentiel et nous permettra de nous sauver, non seulement dans la résistance qui est nécessaire, mais aussi de nous permettre de créer ce qui est nécessaire aussi ici. Donc je pense que la solution idéale est de se retrouver en communauté, même dans des villes très occidentales et très isolées et individualistes. Je pense que ce sera la meilleure manière de se retrouver. Et je vais finir là, sinon je pourrais parler pendant des heures. Merci. Merci beaucoup Philippe. C'était un grand plaisir de discuter avec toi. On peut l'applaudir. Est-ce que, Séverine, tu as quelque chose à ajouter sur ces paroles d'une jeune fille de 23 ans, pleine d'enthousiasme? Et que peut penser donc une philosophe, je crois que tu es dans le concret aussi, mais justement de cette lutte concrète, et comment est-ce que tu es d'accord avec son point de vue sur le plan de la radicalité et de la grande communauté qu'elle aimerait créer et qui est là, transgénérationnelle, pour commencer? Alors sur la question de la radicalité, absolument. Je pense qu'effectivement, quand un système est profondément injuste, en fait, l'action est pleinement justifiée et même salutaire, vitale. En fait, ce que ça m'inspirait, ces questions finalement de l'engagement, ce qu'on pourrait qualifier d'engagement citoyen, c'est finalement peut-être comment, puisque le thème était, la question était liée à celle de l'abondance, comment est-ce qu'on arrive à transformer la notion d'abondance, parce que en fait, ce terme-là est comme n'importe quel mot. On va pas quand vous parlez d'abondance à Paris, à Douala, à Tokyo ou à Niamey, vous n'allez pas mettre la même chose dans le mot. Et c'est comment est-ce que il était question d'abondance, de sobriété, etc. Mais c'est comment est-ce qu'on déplace la notion finalement de l'avoir matériel à la question de l'être, et comment est-ce qu'on arrive à être en abondance d'être. Parce que finalement, ce que Adélaïde dit sur ces sociétés de déliaison où il n'y a plus de communauté, c'est finalement que vous avez peut-être un certain nombre de biens matériels, et c'est ça le drame des sociétés matérialistes, c'est que vous avez une accumulation de biens, mais ce n'est pas pour autant que vous vous sentez pleinement être. Et ce n'est pas pour autant que vous vous sentez pleinement reconnu aussi. Donc la question de la reconnaissance, la question de la dignité, elle est extrêmement importante. Et
comment finalement est-ce qu'on arrive à produire des sociétés où on crée de l'abondance de l'être et d'avoir, et ça aussi, ça nous oblige à repenser nos modèles d'éducation aussi pour façonner ces petits êtres qui sont nos enfants et qui est le devenir de nos sociétés, pour que ces enfants-là, en fait, dans leurs apprentissages, ils aient à la fois les outils et la conscience de se construire soi. Et comment est-ce qu'on arrive à avoir des sociétés où on permet la construction et la réalisation de soi, parce que je pense que ça, c'est profondément révolutionnaire, en fait. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et effectivement, je pense que tout, comme vous le disiez tout à l'heure, tout converge vers cette abondance de l'être. Le fait d'être heureux ne nécessite pas effectivement des biens matériels, pas cette surabondance de biens matériels et de consommation. Et je pense que, moi là, c'est à titre personnel, que le danger et l'ennemi le plus redoutable est logé en chacun de nous par notre éducation dans un système qui est néolibéral et qui a réussi à instiller dans nos âmes ce besoin permanent de consommation, ce mal-être lié à des entreprises de communication qui sont redoutables, la pub, la com, le langage cinématographique qu'on voit dans toutes les séries Netflix et qui se distille à notre insu. Et je pense que ça fait partie d'un des plus grands ennemis à combattre, cet implicite qu'on a fini par nous faire accepter, et donc qu'il faut combattre aussi. Est-ce que quelqu'un ici a à dire quelque chose là-dessus, sur cet ennemi à combattre, ou est-ce véritablement un ennemi, ou je délire? Ah, d'accord. Wow. Wow. Tu peux juste rester, le temps que je dise quelque chose. Merci. Je voulais juste rebondir sur cette notion de communauté. Et ça m'intéresse vraiment parce que, en fait, ce mot n'est pas aussi naïf comme on l'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire, pour créer des communautés, je crois que d'une manière ou d'une autre, ce besoin vient à la réponse du chaos. On veut donner sens à comment nous réorganiser, comment vivre. Mais aujourd'hui, on peut parler de communauté, retour à communauté et tout, mais c'est quoi ces communautés-là? D'autant plus que on ne forme pas des communautés si on n'a pas de valeurs de base que l'on partage et le principe sur lequel on est d'accord. C'est tellement facile de parler de communauté parce que cela représente le même stéréotype créé par le système d'oppression, le capitalisme et tout ce que vous voulez dire, et de dire c'est ma communauté. Mais quelles sont les valeurs de base que vous partagez et que vous défendez? Voilà. Ça va donner sens à tout ce qu'on veut mettre en place comme mouvement, combat et tout et le reste. Je discutais juste avec un ami, je revenais de Goma, où il y avait derrière notre structure où on enseigne aux mamans qui ont fui la guerre la façon de communiquer leurs propres problèmes pour ne pas aller chez les journalistes. Et il y avait le camp de l'artillerie de la République démocratique du Congo qui venait de s'installer juste derrière, à Boulengo. Et quand on tuerait des bombes, j'ai dit au moment, okay, il va falloir qu'on quitte ici. Et m'ont dit pour aller où? Parce qu'ils venaient déjà de courir de leur village pour venir là-bas. Tout le monde sait qu'il y a la guerre là-bas.
à des besoins économiques surtout, pour la nouvelle technologie et autres. Une semaine après, moi, évidemment, j'ai demandé à courir parce que dans ma tête, moi, je savais où je pouvais aller. Elle ne savait pas où elle pouvait aller. Évidemment, une semaine après, j'étais aux États-Unis. Et on m'invite au Black Joy Parade. D'accord, événement vraiment grandiose. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? On me donne de l'espace pour parler, pour faire des choses, parce que je suis black, je suis noir. Mais d'où je venais, c'était de noirs aussi. Vous voyez? Et nous sommes dans cet espace où tout le monde était content de prendre des photos avec son téléphone ou l'ordinateur et tout, et tout, et tout. Et je dis, ben voilà, la guerre qui est là, on s'attaque, on déplace les gens de leur espace parce qu'il y a ce besoin du confort in the West. Right? Et tout d'un coup, j'ai le droit d'être dans cet espace parce que je suis noir. Mais est-ce que nous partageons les mêmes valeurs à ce moment-là? Parce que juste devant moi, il y avait les Baba qui venaient, vous pouvez vous enquérir de la situation au Congo, mais qui étaient intéressés. Mais partant de l'histoire des États-Unis, je suis noir, donc voilà, c'était la communauté. Alors, et là, le sens même de la communauté devient quoi? Et c'est ça ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lorsque nous parlons de... Le tout doit revenir à la communauté doit créer des mouvements, mais quelle communauté? Si on partage mal... À ce moment-là, moi, ma communauté, ce n'était pas la communauté noire. C'était toute personne qui était affectée et il avait de la compassion par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport à ce qui se passe au Soudan, par rapport à ce qui se passe au Congo, par rapport à ce qui se passe partout où l'oppression est en train de prendre de l'espace. Voilà, c'est à ce moment, parce que nous sommes d'accord sur des principes de base. Et lorsque nous parlons de l'écologie, là je rentre dans l'écologie ancestrale, c'est-à-dire quelles sont les notions de base qui font qu'à ce qu'on commence à prendre conscience de how do you call it again? Interdépendance, merci. De vivant. Ouais. Mais lorsqu'on n'est pas d'accord déjà sur la notion de base, qu'est-ce qui fait qu'à qu'on crée ces communautés, je crois que nous sommes en train de servir le système qui est en place, qui a été conçu de manière qu'on peut s'imaginer toujours des choses en disant que nous sommes en train de combattre le système, et pourtant on lui donne des outils pour bien se nourrir et devenir plus fort. Merci. Est-ce que vous pensez qu'on peut conclure sur ces belles paroles? Tu veux parler, Dominique? De conclure, c'est très vrai. Bravo. Merci beaucoup à tous les trois. Oui, bah allez-y. Attends, on va d'abord commencer. Allô, allô. Je voulais dire deux choses. Je voulais juste dire une chose à Adélaïde avant qu'elle s'en aille. J'avais trouvé ça touchant quand elle a parlé du fait d'entendre sa tristesse. Et vous avez rebondi en parlant d'empathie vers les autres, mais je trouvais que finalement, avec ce témoignage, elle parlait d'une empathie vers elle-même d'une certaine manière. Et c'est intéressant que ça parte de là. Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Est-ce qu'elles nous mettent en action? Est-ce qu'on les entend? Et je trouvais ça vraiment fort, cette chose-là, de dire, entendre sa tristesse, sa colère et se mettre en mouvement. L'autre chose qui m'intéressait beaucoup, et c'est peut-être un peu plus pour Petna, mais c'était par rapport à, dans la narration, dans les récits, quelle voix on va donner à tous les éléments vivants autour de nous qui n'ont pas de langage. C'est-à-dire qui n'ont pas le langage que les humains, que nous, humains, nous comprenons. Et je trouve ça vraiment interpellant parce que j'ai aimé beaucoup de
moment de ton documentaire, merci. Et ça m'a interpellée, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, il y avait un désir de donner une voix à des éléments vivants qui n'ont pas notre langage. Et je trouve ça vraiment à la fois très passionnant et en même temps, je me dis que j'ai rencontré certaines cultures dont je ne parlais pas la langue grâce au sous-titrage. Et donc, ça m'interpelle de me dire, en tant que créateur, en tant que documentariste, en tant qu'écrivain, comment on permet aux humains qui ont le langage humain de comprendre la voix des vivants qui n'ont pas de langue. Donc, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un certain sous-titrage pour qu'il y ait une forme de communication qui s'établisse. Enfin, voilà. Je ne sais pas si tu... Tu veux répondre? Oui, oui. J'aurais des choses à dire après. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je vais juste continuer la discussion avec vous. C'est-à-dire, quand on nous a demandé de nous présenter, j'ai pris le soin de dire de quel animal spirituel on était attaché. L'éléphant. C'est-à-dire, dans beaucoup en tout cas des cultures, indigenous cultures, parce qu'on m'a dit les mots indigènes en français, c'est pas bon. Mais bon, je vais le dire en anglais, alors c'est bon. Comme ça, je joue avec la colonisation. Et que cela nous lie automatiquement à l'esprit de ces vivants et qu'il y a la capacité, des fois, de transcender et de rentrer en contact avec avec l'animal. Et c'est ce qui arrive souvent. Si vous allez avec moi dans la forêt, c'est vraiment, on a plusieurs chances de voir des éléphants et de tout près. Voilà. Et il y a d'autres cultures, comme à Louosi, il y a des gens qui ont la capacité de parler au crocodile et quand est-ce qu'il faut faire la pêche et quand est-ce qu'il ne faut pas faire cette pêche-là. Voilà. Et si on a la capacité de connaître toutes ces pratiques et cultures, je crois que ça nous donne beaucoup d'éléments lorsque on veut rentrer en discussion avec ces langages qui ouvrent des portes au-delà qui ne pas centrer tout simplement sur l'humain et nos savoirs. Ça peut aussi nous donner d'autres possibilités d'aller ailleurs. Moi, ça, c'est la partie qui m'intéresse beaucoup. Et c'est ce que je suis en train d'étudier. Et je vais discuter beaucoup avec les anciens, les gens qui ont ces capacités de transcender et de dire comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là. Ouais. Super, parce que ça rejoint aussi ma question. Parce qu'en regardant le film, ce qui m'a frappé, ce qui m'est venu, c'est tout ce qu'on n'ose pas dire, en fait. Et dans les films en Europe, on parle de tout, on parle des abus, on parle de plein de choses. Mais en Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont tabous, et d'autant plus dans les choses qui sont intéressantes, qui sont sacrées. Et donc, je me dis, mais comment faire des films alors qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire, en fait. Et donc, c'est très difficile de trouver des scénarios. Et alors, voilà, ça m'est venu, puisqu'il y a les tabous aussi sur la spiritualité, sur la sorcellerie. Et alors, la phrase alors de Malraux est venue, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et donc, en écoutant ici, en entendant les communautés et tout ça, ça m'a fait un bol d'air quand, je ne sais plus votre nom. Oui, vous avez parlé de l'être, parce que là, il y a tout, en fait. Voilà, il y a une abondance, mais c'est aussi tabou, tout ça. Cette magie de quand on se rejoint, il y a des choses qui viennent toutes seules, aussi bien que ce soit de l'argent, que ce soit les bons contacts, que ce soit la maison idéale qui apparaît toute seule. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est tabou. Et pourtant, c'est peut-être une des réponses. Voilà.
Donc pour le film, vraiment, j'aimerais savoir comment faire avec tous ces tabous. Merci beaucoup pour cette question, elle est vraiment profonde. C'est-à-dire, si on retourne dans l'écologie ancestrale, il y a la possibilité de comprendre que raconter l'histoire, et c'est pour cela que je n'ai pas dit que j'étais filmmaker. Ce que j'ai dit, je suis un conteur, un storyteller. Il y a deux choses qui m'intéressent beaucoup, c'est la storytelling as a process of educating and storytelling as a process of healing. Le procédure de guérir, c'est le procédure d'être capable de passer dans... c'est parmi les processus initiatiques, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on raconte une histoire en tant que processus initiatique ou on raconte une histoire pour juste éduquer? Donc même l'initiation qui est aussi une forme d'éducation. Mais le storytelling, quand ça devient un voyage, un parcours initiatique, ça devient autre chose. Et à ce moment-là, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, les non-dits sont trop présents. Mais les non-dits racontent déjà l'histoire, parce que le non-dit nous pousse à la recherche. Vous voyez? Et le non-dit reste assez important parce que raconter nos histoires a toujours été une question de vie ou de mort. Ouais. C'est pas dangereux du moment où on comprend que la mort, c'est la continuité de la vie, au fait. Bon, je crois que j'en ai assez parlé, et c'est vous-même qui m'avez dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas dire. Vous avez une question? Allô, oui. Moi, je voulais poser une question par rapport à la soutenabilité du train de vie occidental par rapport à ce qui se trame dans mon pays, qui est l'RDC. Donc, monsieur parlait tout à l'heure, en fait, des GCM, des batteries, qui ont leur origine par rapport à tout ce qu'on arrive à déployer au pays. Mais à quel prix? À quel prix? On parle des millions de morts. Des millions de morts dont on ne veut même pas citer le mot génocide. Dire à quelqu'un que dans un pays, c'est comme si on décimait toute la Belgique. Il y a 10 millions d'habitants. En RDC, on parle de 10 à 15 millions de gens qu'on a tués pour prendre du coltan, pour prendre de l'or. Et l'Europe, qui est en général donneur de leçons, que fait l'Europe? L'Europe laisse faire, l'Europe signe des contrats, entre guillemets, que si la Russie signait le même contrat, demain, on allait geler les comptes de la Russie, en fait. Comment pouvez-vous signer des contrats alors que l'Europe condamne ce qu'on appelle les diamants des sangs? Hein, ils ont fait des films sur les diamants des sangs. Un pays qui n'a pas de coltan, qui va signer des contrats avec l'Europe donneur des leçons en 2024. Et on n'en parle pas puisqu'ils ont des médias, Comment est-ce qu'on arrive à nous vendre la mort? Comment est-ce que l'Europe peut vendre son âme à telle enseigne? C'est la question que je me pose. Est-ce une question, une révolte? Je partage la même révolte contre le colonialisme qui est toujours là. Et c'est pour ça que je posais la question de radicalité. Une très bonne question, pleine de passion. Je crois que la question de la violence
m'intéresse beaucoup, cette question de violence, d'autant plus que je suis né et grandi à Goma. Et la vraie question, en fait, qui m'intéresse encore plus est comment arriver à donner du sens à des endroits qui ont été pensés, créés dans la violence. Ça, c'est la question qui m'intéresse beaucoup. Et moi, la réponse que j'ai trouvée, le travail qui m'intéresse encore, que je n'ai pas arrêté de faire, c'est comment transformer tout cela en amour et donner l'amour. Voilà. C'est vrai, tu as des choses à dire sur l'amour. Oui, parce que Madame parlait de tabous, de choses dont on ne parle pas. Et je sais que dans nos sociétés occidentales, où on a en fait désacralisé notre rapport au vivant, où on est dans des sociétés aussi, en tout cas pour la société de laquelle je suis issue, qui est la société française, qui est une société extrêmement, enfin qui se veut laïque, on a aussi un rejet d'un vocabulaire qui a été identifié comme étant un vocabulaire religieux. Pourtant, je pense que la question de l'amour dont vous venez parler, elle est absolument centrale. Et que si on doit parler d'abondance, c'est aussi l'abondance de nos âmes. Et comment est-ce qu'on arrive à nourrir nos âmes? Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est presque inaudible dans les sociétés occidentales. Et vous parliez du langage, de la question du langage peut-être du monde non humain, mais en fait, ce langage-là, il existe. Et même au sein des sociétés occidentales, on le possédait, on savait, et il y a encore des gens aujourd'hui qui arrivent qui ont ce savoir-là, y compris dans nos sociétés françaises, belges, etc. Et donc, comment est-ce qu'on revitalise ça? Et que finalement, on parlait d'empathie, finalement, on accepte de rentrer en amour avec l'ensemble du vivant. Et quand je dis l'ensemble du vivant, chez moi, c'est la notion du tout vivant, c'est à la fois ce qu'on appelle nature, mais c'est aussi toutes les humanités qui, dans l'histoire occidentale, ont été identifiées comme relevant de l'état de nature. Donc c'est les humanités qui ont été subalternisées, qui ont été dominées, exploitées, etc. Et donc finalement, c'est peut-être ça, en fait, la grande question écologique, c'est comment est-ce qu'on arrive à renouer avec cette dimension de l'amour. C'est une bonne conclusion, je dirais, parce que je pense qu'il y a un spectacle après, donc il faut arrêter. Je rends juste hommage à notre cher Charles Darwin, qui est contestable par bien des égards, qu'on a beaucoup déformé en accentuant la sélection, et puis qui a été évidemment repris par le libéralisme pour justifier la loi du plus fort. Mais Darwin était très intelligent et il s'est penché très peu de temps après l'origine des espèces sur l'expression des animaux, de l'homme et des animaux. Il a pensé qu'en fait, il a fait tout un essai sur l'expression de l'homme et des animaux et que ça constituait un langage commun. Et donc, pour aller dans ton sens, effectivement, et depuis, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus et sur la notion de langage et d'intelligence animale. Et je dirais qu'on pourrait même aller au-delà et d'aller au-delà des animaux, mais se pencher sur la vie psychique des micro-organismes. Et donc, il y a effectivement, c'est quelqu'un qui s'appelait Alfred Binet à la fin du 19e siècle,
qui s'est penché sur la vie psychique des micro-organismes. Donc il y a des idées qui sont là, qui émergent, mais qui ne sont pas reprises, parce que le discours dominant les écrase, comme beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont préoccupés de toutes ces questions-là. Et effectivement, le secret, il, on pourrait dire, il est dans l'amour, hein, l'amour de la vie.